précédentes adaptations de l'univers de Wool en BD, mais bon, il y avait encore un certain choix possible parmi sa production. Qu'est-ce qui vous a porté à choisir plutôt, enfin la mort vivante plutôt qu'un autre? C'est un bouquin atypique dans la production de Stéphane Vull à l'époque, parce qu'il a écrit sur 12 romans, il a écrit ses 11 premiers romans au fleuve noir à la fin des années 50, sur 2 ans et demi. Celui-là date de 58. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Et, alors celui-là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, parce qu'il sort un peu des clous, même si ça commence un petit peu SF, le premier quart. Après, tout de suite, on passe dans une espèce de roman gothique à l'anglaise assez rapidement. Alors, est-ce qu'il avait lu Shelley un peu avant? Est-ce qu'il avait vu les films de James Whale, Frankenstein? On n'en sait rien, mais en tout cas, voilà, c'est aussi comment la forme de ce bouquin et tout qui a convaincu Alberto d'accepter le projet. C'est un romancier qui avait tendance à, de toute façon, ne pas travailler avec un plan quand il écrivait ses romans. Il avait tendance à suivre son inspiration. Et là, effectivement, ça l'a mené avec un changement de ton assez important. De façon générale, les romans de Wool, justement, sont-ils faciles à adapter ou pas? Bon, alors, la faible pagination des livres aide, ça c'est clair. Maintenant, ce sont des romans extrêmement denses. Comment se passe? Est-ce qu'ils sont plus faciles à adapter ou moins que d'autres? En tout cas, moi j'ai adapté New York et La Mort vivante. Ce qu'il y a et même pour ces autres romans, ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y a un côté assez immersif dans son écriture. Le récit va de l'avant. Enfin, c'est un peu un page turner. J'ai l'impression que lui, au fil de son écriture, on découvre aussi l'univers. Et on avance comme ça. Parfois, les personnages sont pas super bien développés. Donc, ce qui nous a permis avec Alberto de prendre aussi quelques libertés par rapport au bouquin, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, c'est facile à adapter. Et quand on choisit d'adapter Vull, de toute façon, après, c'est pas dans l'idée non plus le travail, il faut le porter sur un autre support. Mais la structure et le récit, la dynamique du récit est déjà là, quoi. Alors, quels sont justement, parce que généralement, le premier point quand on adapte, c'est de faire des choix, puisqu'on ne peut pas tout mettre. Il y a aussi les questions de transposition dont on va parler tout à l'heure, les possibilités d'ajouter des choses. On peut même tout à fait changer un contexte, ça c'est pas un souci, du moment qu'en fait le fond est conservé. Alors ça sous-entend faire des choix, donc prendre des orientations. Quelles ont été celles qui ont été importantes pour l'adaptation de La Mort vivante? Je dirais qu'il y en a eu 3. Il y a le début de la bande dessinée, on a fait un prologue sur la mort de Lise, de la gamine qui va être clonée plus tard. Ça, c'était dans le roman, il me semble que c'était ramené sous forme de flashback. Oui, en fait, dans le roman, c'est juste sa mère qui Non, même non, c'est pas sa mère. C'est un personnage secondaire qui parle de la mort de Lise par une morsure de lézard. Mais ça reprend 3 lignes. Oui. Donc, on a rajouté ce prologue. Ensuite, le personnage de Joachim, donc, qui est le scientifique kidnappé par Martha, la mère de Lise, pour ressusciter sa fille décédée. Dans le roman, c'est un vieux monsieur. Et du coup, il est vaguement amoureux, mais bon. Et voilà, la relation est un peu nulle. Enfin, en tout cas, ne pouvait pas être réellement développé. Alors, on a décidé qu'Alberto d'en faire un scientifique plus jeune. L'humanité a migré sur Mars à ce moment-là. Donc, le gars est un peu à la marge, mis au banc par l'Institut et tout. Et donc
donc un scientifique jeune, un peu puceau, vraisemblablement puceau, ce qui permet au début du récit d'avoir de jouer sur le contraste Martha, femme de tête et tout, qui le prend sous sa coupe. Et voilà, et de faire évoluer cette relation au fil du bouquin. Donc là, c'est un truc qui me tenait à cœur, parce qu'on voulait vraiment faire un bouquin sur les personnages avant de lancer la grosse artillerie à la fin. Voilà, c'est une histoire de monstre aussi, quoi. D'où d'ailleurs la présence aux Utopias. Et Hugo aussi, donc, qui est présent dans le roman, qui est une espèce d'homme à tout faire. Dans le roman, c'est peut-être un cyborg. Il a eu un accident, mais ouais. Ça s'arrête là. En fait, justement, une des grandes différences, j'allais poser la question plus tard, c'est que vous l'avez vraiment transformé en cyborg et vous lui avez rajouté une backstory. Ouais, on lui a créé une histoire, donc le temps que Joachim monte son labo et tout, il en profite, il trouve quelques pièces détachées et tout, il en profite pour lui greffer une synthèse vocale, parce que dans le roman, il est muet, donc c'était un peu emmerdant de faire communiquer dans HTC, en BD, c'est pas évident. Donc de le faire parler, et surtout il peut raconter son histoire, parce qu'il est vieux de, je sais pas, quoi, c'est genre 500 ans, un truc comme ça. Et voilà, c'était bien aussi d'avoir la perspective de l'histoire de Hugo pour un personnage génial et qui du coup est, en tout cas physiquement, c'est vraiment la référence à Frankenstein. Oui, parce que pour le coup, la taille, l'échelle du personnage a été complètement modifiée graphiquement. Ouais. Là, il mesure quoi 6 mètres, quelque chose comme ça. Non, mais il doit faire un bon 3 mètres, quoi. C'est tout. Voilà. Bon, alors c'est les points de vue qui sont caméra un peu vertigineuses. Oui, de toute façon, une des premières fois qu'on le voit, c'est sur une grande esplanade. Effectivement, il est mis en valeur, en plus silhouetté, de manière à ce qu'il dépasse absolument tout le monde. Ça, c'est très clair. Il a une arrivée, c'est toujours la manière dont on peut faire arriver un personnage pour qu'il frappe immédiatement le lecteur qui est importante. Et là, c'est lui qui a la plus belle arrivée de la bande. Ouais. Et c'est aussi, par ordre d'arrivée, quand Alberto a commencé à travailler sur les recherches des persos, il est venu à l'atelier à Montpellier, parce que moi je travaille dans un atelier où il y a Atacus aussi, qui est une société de sculpture. Donc, il y a tout le matos, de la terre, et Alberto, au lieu de prendre un carnet de croquis et un crayon, il a pris un pain de terre et il a ébauché Hugo, une espèce de buste. On peut voir des photos dans l'édition noir et blanc, notamment, je crois, de son